bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, je suis enfin très content de trouver, parce que c'est pas le retrouver, on se connaissait pas, on s'est découvert C'est évidemment vrai. aujourd'hui. Stan, qui a été donc libéré, un Stan outragé, Stan libéré. Hein, voilà, là on est vraiment dans un miracle, un petit moment miraculeux de l'histoire, en ce qui me concerne, ta libération. Et que moi donc aussi, que je suis content de te rencontrer, Ah, Vincent, parce que tout ce que je veux tout de suite dire, c'est que si ce miracle s'est produit, selon moi, c'est avant tout grâce à toi, qui a donné l'alerte dès les tout premiers jours et qui a su générer, de par ton réseau d'information, comment dire, un mouvement de solidarité générale. et de sympathie. Et ça les a beaucoup emmerdés en face. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est effectivement, effectivement, alors là, tu nous fais très plaisir, parce que quand le système pense merde, les gilets jaunes arrivent, on va être dans la merde, ça nous fait énormément plaisir. Mais je veux dire effectivement que, et sur le principe aussi, que la force d'une idée est dans ceux qui la mettent en application. Peut-être que j'ai eu l'idée de sonner l'alerte, mais c'est vraiment donc les gens qui regardent, qui ont mis en application cette solidarité. Et c'est ça, donc merci vraiment à tous les gens. Et c'est comme ça. Oh oui, merci. C'est comme ça qu'on fonctionne, parce que moi, j'ai juste dit, mais c'est les gens qui concrètement Et tu permets de dire merci, merci non seulement à toi, mais aussi une nouvelle fois à tous les gens. Ah oui, je pense qu'on en a beaucoup. Parce que je ne dirai jamais assez en fait. Voilà. Ah. Des fois, dans certaines vidéos, j'oublie de leur dire, je devrais toujours commencer par ça. Bah non, bah après, encore une fois, quand on est dans la lutte, c'est même pareil, entre Gilets jaunes, parfois on se dit merci, puis l'autre répond, bah non, pas de merci, entre les gens qui luttent. C'est normal, on a lutté. Et donc, voilà, les Gilets jaunes, effectivement, dès qu'il y a une injustice, maintenant, on va dessus. Donc là, bon, moi, ça faisait des années que je te suivais, mais il y a plein de Gilets jaunes, effectivement, qui t'ont découvert un peu à ce moment-là. Injustice, ils veulent pas savoir qui est Stan Maillot, il y a injustice, on va dessus. C'est vraiment ce côté-là, très bien. Et alors donc, bah écoute, bon, super. Et vraiment, je sais que les gens étaient très, très, très attentifs, enfin, certains, à ce qui t'arrivait. Alors je me disais, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de moments d'inquiétude, un super moment d'inquiétude au Venezuela, et je crois qu'il était justifié. Oh oui. Hein, parce que, alors si tu peux nous raconter une petite anecdote, justement, quelle manière on t'a fait rentrer dans cette prison, en t'accusant de quoi, pour qu'il t'arrive quoi? Ouais. Rapidement, oui, pour remettre les choses dans le contexte. Donc, nous étions au Venezuela en 2019, Janet et moi, parce que nous avions décidé d'aller prendre asile politique pour nous. La démarche n'était pas personnelle, elle était espérée après pouvoir ouvrir la brèche pour toutes les personnes qui sont victimes de terrorisme d'État en France. Essentiellement en France. Ça, c'était le canevas, le contexte de notre présence au Venezuela. Que j'aime bien rappeler parce qu'encore au jugement de Poitiers, j'ai entendu certains guignols dire oui, ils vont avoir au soleil au Venezuela. Enfin bref. Non, oui, ça a été très dur, même cette période d'exil, de liberté, entre guillemets, au Venezuela, était très dur. Déjà, ce que pas grand monde ne sait, c'est que ça a été 5 mois et demi d'odyssée, mais surréaliste, pour aller d'Europe jusqu'au Venezuela. Alors ça a été certes 21 jours pour traverser l'océan Atlantique avec un skipper complètement déjanté, qui a accepté de nous prendre en sachant qu'il ne pouvait pas faire de check-out et de check-in après en arrivant dans les Caraïbes. D'ailleurs, l'arrivée dans les Caraïbes, ça s'est fait, lui, de nuit, observant la jumelle, la plage de l'île de Sainte-Lucie, pour voir si c'était bon. Et nous, Jeannette et moi, à 4 heures du matin, avec les sacs en ventrale, tout sécurisé avec des sacs poubelles au niveau de l'étanchéité, à la nage. Bon, le commando, le débarquement. Une bande dessinée, vraiment. Et une fois sur la plage, Janet et moi, quand on se reconditionnait, on voit des types passer, promenant le chien ou se baladant, qui nous regardaient complètement ahuris. Et le lendemain matin, on a su que c'était une plage où les guides touristiques disaient que surtout les Occidentaux ne devaient pas s'aventurer de nuit. C'est parfait. Mais c'était génial, quoi. Très bien, très bien. Et on se rappellera toujours de ce moment, Janet et moi, où excuse-moi, je suis un peu encore dans l'anecdote, où on était sur le bateau en train de guetter le moment où on allait se mettre à l'eau pour traverser, tu vois, et on entendait
Un peu comme j'imagine les conquistadors, même si j'aime pas du tout l'idée des conquistadors, tu vois, mais qui viennent pour débarquer sur le nouveau continent, qui entendent les tam-tams, les trucs. Et nous, on entendait des festivités de l'autre côté, qui nous attiraient comme le chant des sirènes, tu vois. C'était la joie, l'allégresse, la musique, la lambada, là, tout ce que tu veux. Et puis nous, on était là, putain, dans quelques instants, on y est, ça y est. Waouh! Waouh, on va découvrir ce peuple déjà des Caraïbes. On sait qu'ils sont vachement plus humains que festif, machin. L'image qu'on a des Cubains en train de jouer de la guitare sous la dictature. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis donc, bon après, donc juste, c'est pour vite synthétiser cette histoire des 5 mois et demi, parce que après les gens ne s'imaginent pas qu'on a pu galérer pendant 5 mois et demi pour descendre de Sainte-Lucie jusqu'aux côtes vénézuéliennes. Par la clandestinité. La clandestinité, j'ai fait dormir Jeannette dans des taudis de dealers de drogue, dans des bidonvilles, un truc de malade mental, en attendant que la mer soit meilleure, des fois 15 jours, 3 semaines, etc., pour faire un saut de plus d'une île à l'autre, sur des barques de trafic de drogue. C'est-à-dire que si nous on était chopé par la douane, c'est bon quoi. Ça rajoute au dossier. Et puis c'était fini quoi, la cause elle était plombée, on n'aurait pas dit, ils auraient dit Janet et Stan impliqués dans le trafic de drogue, t'imagines les trolls, ils se seraient jetés dessus. Et puis nous on y aurait été pour un moment quoi. Tout à fait. Donc on a pris ce risque, on était obligé de le faire. Et Janet d'ailleurs, je parle de Janet parce que quand je dis je l'ai fait dormir dans des trucs incroyables, c'est pas dormir, c'est rester avec un œil comme ça. Le type qui nous prêtait le taudis en disant bon bah là tu as le couteau derrière, tu as la machette là, tu as la hache sous le lit, si jamais il y en a qui défoncent la porte, vous prenez ce que vous voulez, vous vous défendez. Ok, et il fallait attendre que la mer soit meilleure. Alors quand ils disent la mer meilleure, j'imagine ce que c'est que la mer pas bonne quoi. Parce que les barques tu sais, les grandes barques de pêche avec 2 moteurs de 70 chevaux au cul qui tapent les vagues pendant 1h30 où tu vois tes 2 sacs à dos qui sautent en même temps et puis toi t'es là, tu essaies de te retenir pour pas te casser le coccyx sur le banc. C'était des moments c'est ça, et à la fois éprouvant et à la fois mémorable. Et ça c'était les moments de libération, c'était quand la mer était soi-disant bonne et qu'on pouvait y aller quoi. Voilà, et puis les sauts de puce comme ça, et puis les périodes d'attente, je pense au livre de mon grand-père, les carnets des jours d'attente, c'était interminable, dans des conditions plus que spartiates. On dormait dans une tente qui était un peu trouée, les moustiques rentraient, enfin bon. Et l'arrivée au Venezuela, où après on a attendu, on s'est basé sur l'île de Margarita, ce qui faisait dire aux magistrats, enfin aux ignobles robes noires, qu'on était au soleil à Margarita. Et puis heureusement que dans les premiers temps, c'était des pêcheurs vénézuéliens qui nous avaient permis ce débarquement, parce qu'ils nous ont tout simplement nourris, logés. Alors tu imagines un couple d'occidentaux qui n'a plus rien à manger, et ce sont des pêcheurs vénézuéliens qui eux, tu imagines ce qu'ils ont. Hein. Quand on a découvert les premières côtes du Venezuela, avant de repartir sur Margarita, on était dans un secteur du Venezuela qui est un des plus pauvres qui soit, qui est un village de pêcheurs, où c'est juste la solidarité qui leur permet de tenir entre eux. Et le peu qu'ils ont, c'est vraiment comme dans les belles fables, des trucs que j'ai vécu aussi en Afrique, il y a de nombreuses années en arrière. Ils viennent te l'apporter, à toi. Bien sûr, c'est ça, la fameuse intelligence du cœur. L'espèce de café pourri, dilué, avec un peu de sucre. Le peu de sucre qu'ils ont mis dedans, moi je bois le café sans sucre, qu'ils ont mis dedans pour te faire plaisir, ils l'ont pas eux-mêmes, tu vois. Ils te le donnent. Et c'est des moments qui sont... d'une humanité c'est pas descriptif, sérieuse. Non, tout à fait. C'est ce que, quelque part, c'est... Bon, imagine, tu as fui un monde occidental totalement perverti et tu arrives et tu tombes sur des sauvages qui te donnent des leçons d'humanité, qui pourraient donner des leçons d'humanité à tout le monde. À ce niveau-là, effectivement, j'accepte volontiers le terme fuir, parce qu'effectivement, on a eu cette traversée du désert de ces 12 années de clandestinité, où peu à peu on s'enfonçait dans l'isolement, parce qu'on ne croisait plus d'humanité autour de nous. Je comprends. Et on a eu comme un appel d'air, on est allé, effectivement, il n'y avait pas que la notion stratégique de notre plan d'un asile politique général. On avait ce besoin vital de rencontrer de vrais êtres humains, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. On crevait de cette inhumanité qui gangrène de plus en plus et de plus en plus fortement dans nos cultures. Mais je comprends tout à fait, d'autant plus que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'apprêtais moi-même à quitter la France
dépité par cette société totalement corrompue, et je suis encore là parce que les Gilets jaunes sont arrivés. Je me suis dit, là, il y a peut-être un levier de lutte, allez, on essaye. C'est pour ça que je suis là. Mais je comprends le côté fuir un monde moderne qui ne nous ressemble plus, enfin, qui ne nous satisfait plus, et qui, bon, sans parler effectivement de la corruption, et de ton sujet, évidemment, d'attaque et de combat, qui est la lutte contre la pédocriminalité institutionnelle d'État. Hein, enfin, c'est ça. Et alors, de fait, on va voir, donc bon, donc, tu as été poursuivi par la justice française pour une action que les gens, en tout cas, qui ont suivi la vidéo connaissent, donc tu as essayé d'intervenir, d'interroger des enfants victimes de ces réseaux. Ça s'est pas fait, et au contraire, alors après ton initiative s'est retournée contre toi, tu as été condamné par contumace. Enfin, je fais vite un peu. Mais ça c'était tout à fait normal, parce qu'en fin de compte on dénonce un mécanisme de terreur d'État qui frappe essentiellement des parents protecteurs et puis des enfants. Tu imagines bien que ceux qui dénoncent ne peuvent pas échapper à cette terreur d'État. Donc après il n'y a pas à se dire oh putain qu'est-ce qui m'arrive, on le sait. Quand on rentre là-dedans. En tout cas, et donc dans ton exil, donc tu as été condamné, et là il t'envoie Interpol t'aller te chercher. Hein, c'est ça le truc. Et là effectivement, c'est là moi aussi je connais non pas les prisons, mais je connais l'ambiance des prisons dans ce qu'on appelle le monde en voie de développement, et c'est vraiment pas une sinécure. Hein. Et là, toi, ils te font entrer dans cette prison. Alors bon, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une prison? Est-ce que c'est une cellule tout seul ou pas? Est-ce que c'est un cachot? Et voilà, et sous quelle appellation ils te font entrer? Il y a de quoi en faire un film. Hein. Rien que cet épisode-là. Alors Interpol nous a chopé au moment où on revenait d'un footing. C'était un moment où on arrivait à reprendre un peu pied. C'était quand même au bout d'1 an et demi d'attente sur l'île de Margarita. Toujours le fameux, je pense toujours à mon grand-père, carnet des jours d'attente, où là on attendait une réponse du gouvernement, de la chancellerie du Venezuela pour la demande d'asile politique que nous avions légalement enregistrée. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en passant par Sainte-Lucie, on avait déposé à l'ambassade du Venezuela à Sainte-Lucie une demande d'asile politique, parce que quand on est à l'extérieur, c'est une demande d'asile politique, une demande de refuge quand on est sur le territoire, qui avait été enregistrée par la chancellerie du Venezuela, et qui, techniquement, sur le plan de la constitution du pays, nous protégeait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle était déposée et enregistrée, on était intouchable par Interpol. Donc, quelque part, on était de ce côté-là assez serein. Et là où on l'était moins, c'était sur un plan logistique et sur le fait que ça prenne tant de temps, parce que bon, on n'est pas venu là pour faire du tourisme. Quand bien même on en aurait eu les moyens, on était là pour du résultat, et ça ne venait pas. Donc, voyant que ça ne venait pas, on a fini par réinsister, reprendre des risques, parce que c'est quand même toujours très chaud tant qu'on n'est pas légalisé, pour contacter le gouvernement, c'est-à-dire Maduro, sa femme. Et je me rappelle, j'ai pris un dernier risque, en demandant, en envoyant une lettre à la femme du président Nicolas Maduro, avec un numéro de téléphone précis pour qu'on puisse me répondre, qui forcément était avec moi, toujours activé. Quelques semaines après, Interpol nous tombait dessus. Donc après, on peut en faire toutes les déductions qu'on veut. Tout à fait. Et très mystérieusement, le dossier qui était à la chancellerie a disparu. Il s'est volatilisé. Donc, on reconnaît le réseau. Voilà. Et je crois savoir d'ailleurs l'identité de l'espèce de salopard, d'ordure qui a balancé quelques enveloppes à droite à gauche pour que ce dossier disparaisse et pour que le juge du tribunal suprême me condamne à l'extradition. Bon, là on en reparlera. Donc, pour te parler de la prison, qui est effectivement un moment assez cocasse, assez croustillant, le vice-consul de France avait fait courir le bruit que j'étais recherché par Interpol pour des faits de pédocriminalité. Inversion de valeur, inversion de l'accusation. Parce que bien sûr, el cazador de pédophiles, le chasseur de pédophiles, s'était transformé en juste pédophile. Et la première prison dans laquelle j'ai été traîné était donc sur l'île de Margarita. Et c'était une pièce à peu près grande comme celle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, où il y avait à peu près 150 gars. Et les grilles, il y avait donc des grilles pour l'entrée dans cette espèce de cage immonde. Les flics, avec les AK-47, les flingues et tout, ils te traînent, ils ouvrent la grille,
il te pousse dedans, il referme, il s'éloigne, il te regarde avec un petit sourire et il se casse. Et démerde-toi. Dedans, tu vois les mecs qui te regardent comme ça, avec des couteaux, des pics, tout ce qu'ils ont. Et puis ils ont un air, ils sont contents. Ils t'amènent, ils te traînent. Il y a un jouet qui vient de rentrer. Il y a un jouet qui arrive, voilà. Et tu entends gringo, c'est-à-dire gringo, c'est l'étranger occidental. Gringo, pédophile, voilà, j'entends pédophile. Oh, putain de merde. Pédophile. Voilà, donc ils m'ont amené dans le fond, avec, il y en avait un qui commençait à danser en face de moi, tu sais, avec son couteau. Je me suis mis en garde, je me dis, bon, ben voilà, ok, au moins je vais essayer de faire ça proprement, ce dernier moment. Et derrière, je vois un type, tu sais, qui regarde un peu comme ça, là. Je dis, lui, c'est le chef. Et ce qu'il faut savoir, dans les prisons vénézuéliennes, c'est les détenus qui font la loi. Ouais, dans ces cellules. C'est comme une caste, avec une hiérarchie, où tu as effectivement un chef qui a fait sa loi à coups de couteau, et puis des lieutenants. Et lui, il avait un smartphone, le dernier modèle, hein, à la main. Je le voyais comme ça, avec son smartphone. Et donc, lui, c'est forcément au moins un type important dans le dispositif. Et je lui parle en espagnol. Déjà, les mecs, ils ont eu un petit arrêt parce qu'ils ont vu que je parlais espagnol couramment. Donc, ça les a un peu, disons, momentanément calmés, mais c'est pas ça qui allait me sauver. Hein. Et très vite, je lui déballe quelques mots-clés, on va dire, pour qu'ils comprennent qu'il y avait une inversion des valeurs. Donc, j'emploie le terme de cazador de pedófilo. Hay que saber que soy un cazador de pedófilo, por favor. Il faut savoir qu'avant tout, je suis un chasseur de pédophiles. Les mecs, ah, et je leur dis tout de suite quel lien il faut aller trouver sur Internet. Sur son téléphone. Tu as été sauvé par Internet. Le mec, il les arrête comme ça, et il va. Et il tombe tout de suite sur une vidéo que Jeannette et moi nous avions fait une interview que nous avions faite à Isla TV, qui était la télévision locale de l'île de Margarita, où Jeannette et moi, on déballe absolument tout. Tu vois et d'ailleurs, après, Jeannette a fait publier cette vidéo traduite, il me semble, qui est accessible sur la chaîne Francisco Sanchez Santoro. Et donc, les mecs voient ça, et du coup, ils me laissent, ils viennent tous derrière le gars, et ça dure un bon moment, après, ils surfent, ils commencent à surfer, ils en trouvent d'autres, parce qu'on en a fait. Pas mal. Bien sûr. Les types sont tous devenus mes meilleurs amis. Incroyable. Ils se sont organisés pour que les flics ne puissent plus me sortir de la cage pour m'extrader. Et au bout du 3e jour, je leur ai dit laissez tomber parce que moi je connais leur méthode, ils vont faire un assaut, il y aura au moins la moitié au tapis et je ne veux pas avoir ça sur la conscience. C'est mon combat et si finalement j'arrive en France, eh ben, ça veut dire que le destin m'amène à lutter, même sur cet échiquier truqué. Et c'est certainement pas à vous de laisser votre peau pour ça. Vous avez déjà vos propres problèmes. Donc au 3e jour, j'ai dit poussez-vous, je sors. Et je suis sorti. Et ils m'ont amené les flics donc m'ont amené à Caracas, dans le siège de toutes les polices au centre de Caracas, où il y avait donc le bureau d'Interpol. Il faut savoir qu'Interpol, l'antenne est à Lyon. Hein. C'est-à-dire que moi j'étais détenu entre les mains d'Interpol sous responsabilité de la France. Et bah, sous responsabilité de la France, le pays des droits de l'homme, je peux vous dire que c'est joyeux, les amis. Hein. C'était une espèce de cage infâme de 15 mètres carrés à tout casser, dans laquelle on était entre, peut-être, 15 au minimum et 25 au maximum, parce qu'il y avait des allées et venues de temps en temps. Et tu imagines, quand on est au max, ou même à la moyenne, à 20, dans une cage de 15 mètres carrés. On va dire que les conditions d'incarcération dans un pays développé, au bout du compte, ne sont pas meilleures que dans les pays en voie de développement. Quasiment en termes d'enfermer tout le monde comme ça, de manière... absolument. La promiscuité, c'est ça. La promiscuité, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'effectivement, on dort les uns sur les autres. Et puis alors, les petits agréments sympathiques, c'est que tu n'as pas de shot, tu n'as pas de WC, donc tu as une bouteille. Tu as droit de... Déjà, tu ne vois pas la lumière du jour. Tu ne peux pas voir la lumière du jour, tu n'es jamais sorti de la cage, donc tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te dégourdir les pattes, tu ne peux pas te... Oui, on est en destruction, on est en début de destruction. Complète. Déshumanisation. Voilà, je peux manger parce que Jeannette m'apporte à manger tous les jours, fait passer par les flics, etc. D'autres aussi ont cette chance parce qu'il y a pas mal de trafiquants de drogue qui ont des moyens, mais quand il y en a qui n'ont pas bouffé, on partage tout, on essaie de survivre entre nous, ça se passe bien. Mais par contre, sur un plan sanitaire, ils te détruisent déjà petit à petit. Oui, d'accord. Et on avait donc, pour parler des détails techniques,
On pouvait aller au chiottes à 6 heures du matin, où ils sortaient 2 par 2, ils nous descendaient, on descendait les escaliers, on traversait les bureaux. Il y avait des espèces de sanitaires où on avait, allez, 5, 10 minutes montre en main, ça dépendait du Man in Black qui était devant la porte des chiottes, qui te regarde en plus, pour essayer de faire ce qu'il faut. C'est terrible. C'est terrible parce que vraiment à vivre, c'est humiliant. C'est terriblement humiliant, et je peux te dire en plus qu'au bout d'un moment, tes intestins sont bloqués parce que tu es bloqué, quoi. En plus, tu peux pas marcher, tu peux pas t'activer. Et le soir, tu as une deuxième sortie de 5 minutes. Alors, celle-là est plus de 5 minutes que de 10 minutes dans les mêmes shots. S'il y a de l'eau, il y a des seaux, et tu peux faire quelques ablutions. Voilà. Si tu as de la chance, s'il y a de l'eau. Voilà. Donc, 5 mois et demi à ce régime-là. Et en plus, j'avais repéré qu'il y avait un gros putain de modem, je sais pas ce que c'était, hein, de Wi-Fi, qui était allumé en permanence, qui était placé très très près de ma tête, au niveau de la cage où j'étais. Ce qui fait que quand Janet a pu tractionner pour qu'au bout de 4 mois et demi, ou peut-être même 5 mois vers la fin, j'ai pu être extrait pour aller passer une visite médicale. Bon, il avait fallu allonger la monnaie, hein, dans la meilleure clinique de Caracas, agréée par l'ambassade de France. Là, je suis passé au scanner et ils m'ont trouvé des tumeurs. Tumeurs dans le fond des conduits auditifs, sur la glande surrénale. Moi qui ai toujours été un type avec une hygiène de vie irréprochable, s'il n'y a rien à bouffer, je mange rien et ça fait du bien, tu vois. Très au contact de la nature. Végétalien par idéologie, ça fait un grand bien pour l'organisme. Et bah là, ouais, allez, tiens. Est-ce qu'ils m'ont bimé comme Chavez ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais dans un état. Et puis voilà, puis après l'extradition. Alors l'extradition, c'est tout un programme. J'imagine. Après, je sais pas, bon, peut-être que si tu as envie, on y va, on raconte. C'est comme tu veux, toi. Non, mais c'est après toi, si tu as envie de garder, de préparer plus. Non, allons-y, on y va, raconte, c'est du récit, au contraire, on est à la recherche de récits, donc on y va. Hein. Je vais quand même. Mais je veux pas t'obliger à. Ah non, au contraire, bon, ça me permet aussi, il y a beaucoup de trucs sympas à dire. L'extradition, déjà, bon, je pense que ça, déjà, on en avait pas mal parlé, peut-être quand même pas assez. C'est un enlèvement pur et simple. Hein. C'est-à-dire que. Il y a hors la loi. Ah, mais totalement. Il y a une espèce de juge corrompu, un type qui a mais il a des dossiers, il a des casseroles, aussi dans des affaires de mœurs avec des gosses, enfin bon, une ordure, vraiment, qui a été mis là par le pouvoir qui se revendique de la révolution bolivarienne et qui est une fumisterie totale, hein, qui est en train d'achever le peuple. Parce qu'on a fini par comprendre que Nicolás Maduro était un traître à l'humanité, pas seulement à son peuple. Et donc il y a ce type-là, juge au tribunal suprême, hein, président du tribunal suprême de Caracas, du Venezuela, qui m'a absolument pas écouté le jour du jugement, il était là, bon, et qui m'a condamné à être extradé. Alors qu'en théorie, c'est un pays dans lequel ça n'aurait pas dû se passer. Bon, l'avocat de la révolution bolivarienne que j'avais pris avait relevé déjà à ce moment-là le b.a.-ba, c'est que les faits étaient prescrits, hein, parce qu'on n'a même pas pu faire valoir en France, pour dire où on en est. Et rien que ça aurait dû arrêter totalement toute discussion, mais bon. Donc, condamné à l'extradition, mon ami Sierra, notre ami, l'avocat de la révolution bolivarienne, que Janet a fini par trouver au dernier moment, tout à fait vers la fin, qui du reste n'a pas demandé un centime à Janet, a immédiatement fait opposition en saisissant la Chambre constitutionnelle. Bon, donc, ça a gelé le jugement. Et du reste, le jugement en question nécessite une signature d'un représentant du gouvernement, ou Maduro, ou un de ses représentants directs. Okay, le jugement en question, qui forcément était toujours, et est toujours à l'heure actuelle, gelé par le recours, n'a forcément jamais été signé. Bien sûr. Donc, l'ambassade de France... Une négociation au-dessus de ta tête, quoi. Et l'ambassade de France, avec donc l'Interpol, se sont activés pour dès que je commençais à les emmerder avec le côté médical, pour vite interrompre les soins qui étaient prescrits et me foutre dans le premier avion pour la France. Alors c'est là où effectivement on voit que le réseau a vraiment, donc c'est la pieuvre internationale. Même dans des endroits où tu te crois un peu à l'abri, etc., ils viennent te chercher.
Et ils passent au-dessus des lois, et ici, et là-bas. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Non, ta mésaventure dévoile aussi des choses à beaucoup de monde. Et donc le fait d'y survivre, c'est très formateur. C'est ça, et ça te permet de témoigner, donc vraiment bravo. Et alors bon, après, c'est pareil, effectivement, tu peux en faire, je pense, un roman, un récit, etc. Donc bon, tu es extradé, rejugé, condamnation confirmée qui passe à 4 ans, malgré tout. Grâce à toi. Ah bon? Bien sûr, parce que tout le public qui était là pour moi, qui s'est même levé. Oui, c'est vrai. Ça, moi, j'étais ému, c'était incroyable. Mais c'est encore une fois, c'est pas pour te mettre de la pommade, mais c'est vraiment grâce à toi. Et les gens doivent comprendre à quel point c'est important de ne pas laisser un des nôtres derrière, mais qu'il faut communiquer, puis il faut être là pour lui. Tout à fait, si on ne peut pas faire autre chose, il faut au moins être là pour lui. Parce que, effectivement, cette bande d'ignobles en robe noire, quand ils ont eu en face d'eux ce public d'êtres humains vrais, qui étaient pour moi, c'est-à-dire pour la cause, pour la justice, ils étaient mal. Donc, ils ont lâché un peu de lest, et au lieu de me confirmer les 5 ans ou me mettre double, ils m'ont mis, on va dire, entre guillemets, que 4. Alors qu'effectivement, ils pouvaient m'enterrer pour 10 ans. Oui, c'était ça, évidemment, l'immense crainte. Il n'y avait pas de problème. Bien sûr. Et tu sais, ils sont allés même après avec des mégaphones devant la prison de Saintes, une toute petite prison. Et c'était la fête jusqu'à peut-être 23h, 11h du soir. Les co-détenus, là, on était 4 dans cette cellule. Les mecs, ils entendaient les clameurs et tout. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe et tout. Vous entendez? Libéré, Stan Mayo, libéré. Ah ouais. Donc du coup, 15 jours plus tard, ils m'ont transféré à Vivonne, à Poitiers-Vivonne, parce que j'étais marqué sur le jugement de transfèrement, là, en raison de la médiatisation de l'affaire qui a une tournure à la con, pour dire, qui nuit à la tranquillité du bon déroulement de la justice, etc. Écoute, je l'écoute, très bien, tant mieux. Et ça démontre vraiment que il faut mettre en œuvre les idées. Il y a plein de bonnes idées sur Internet, etc. Mais toi, dès que tu les mets en œuvre, et là, c'est encore une fois, c'est ceux qui se sont déplacés, c'est ceux qui ont fait ce travail, et on voit qu'il y a une efficacité alors qu'on ne l'imagine pas au moment où on fait l'action, si tu veux. Très bien. Je veux faire juste une petite... toi aussi, tu adores les nuances, tu es totalement opposé au raisonnement binaire. La petite nuance que je veux apporter dans ce que tu dis, et que tu vas totalement m'appuyer là-dessus. Dans mon cas, ça a marché. Parce que moi, j'ai rien à perdre. C'était juste ma gueule qui était... il jouait avec moi. Que je sorte ou que je ne sorte pas, ça ne va pas changer grand-chose, en réalité. Dans le cas d'une maman qui se bat pour récupérer ses gosses, ça ne changera rien. On en reste toujours au même. C'est-à-dire qu'une maman, des parents protecteurs, doivent bien comprendre. Il y a un téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. C'est le camarade Philippe, du CNT. Et qu'il ne faut surtout pas tomber dans les griffes de l'imposture judiciaire quand on essaie de défendre son gosse qui est menacé d'être arraché à la famille, d'être remis aux pédocriminels. Voilà. Parce qu'on pourra avoir beaucoup de public, on pourra faire beaucoup de bruit, on pourra soutenir, entre guillemets, ceux qui vont être sous le rouleau compresseur, mais au bout du compte, on va perdre. Oui, non, c'est parce que tout aléatoire, on est sûr de rien. Non, mais parce que moi, toutes ces années, au bout du compte, ça n'aurait été quand même qu'1 an et demi. Et encore une fois, grâce à vous. Mais si ça n'était que 1 an et demi dans le cas d'un gosse qui est remis entre les mains d'un réseau pédocriminel, il est déjà brisé au bout d'1 an et demi, tu vois. Bien sûr. Seulement après, il y a les jugements en matière civile pour récupérer la garde, etc. Et on s'aperçoit qu'en réalité, le parcours judiciaire d'une maman qui essaie de récupérer son gosse et qui est victime de cette mafia aussi des placements abusifs, elle va tomber de recours en recours, se faire escroquer par des ordures d'ignobles en robe noire d'avocats, de baveux infâmes qui vont jouer double jeu. Elle va perdre tout son fric, toute son énergie, et pendant ce temps-là, les années vont passer et le gosse sera détruit. Si un jour elle le récupère, qu'est-ce qu'elle va récupérer? Tout à fait. Voilà, cette histoire de soutien collectif a ses limites. Oui, non, mais c'est évident. Encore une fois, puis on est en face d'un ennemi hyper puissant, une pieuvre mondiale, et nous, effectivement, on est avec nos petites âmes positives. On est d'accord. Mais bon, alors donc, effectivement, donc derrière appel, donc enfin tu trouves des vrais avocats, on va dire appel, et donc la peine ferme de prison ferme passe à 2 ans, c'est-à-dire que tu passes de
4 ans ferme, tu es passé à 2 ans ferme plus 2 ans avec sursis, c'est ça Oui, alors voilà. C'est ça, hein. Ouais. C'est là où tout d'un coup, là, on dit une victoire, enfin nous on le sentait, même si 2 ans c'est encore... Oui, mais... Improbable, plus Ah qu'improbable. oui, totalement improbable, je suis entièrement d'accord et avec tu toi. sais, quand j'ai fait appel... Mais même ta sortie, on est tous sur alors là, je vais venir dessus, parce que là, c'est vraiment l'apothéose, mais le fait qu'en appel, je gagne, entre guillemets, 2 ans, au lieu qu'on remette le double, c'était plus qu'improbable. C'est-à-dire que tout le monde m'a bien mis en garde, la majorité, je dirais une bonne majorité de mes soutiens m'a dit que, cette majorité m'a dit qu'il fallait mieux que je ne fasse pas appel. Ils avaient tous très peur, et surtout de Jeannette, et combien je la comprends, que je prenne le double. Bien sûr. Et d'un autre côté, je ne pouvais pas me permettre de ne pas combattre. Parce que là, je suis sous le feu des projecteurs. C'est la cause. Attention, quand tu représentes une cause, tu représentes une cause. Tout à fait. Et c'est pas une cause secondaire. Il s'agit de ces abominations qui sont faites à nos enfants. Donc, je te dirais pas que j'étais pas très inquiet. Je l'étais, mais il fallait y aller. Mais par contre, que je remporte une telle victoire, alors là, je suis resté vraiment sur le cul, malgré tout. Hein. Et après, alors, il y avait quand même ces 2 ans, donc il me restait quand même pas mal de temps à faire. Donc quand la sentence est tombée le 8 juillet, le 8 juillet, la sentence est enfin tombée. Il me restait encore, alors dans un premier temps, je sortais pas avant le 10 juillet de l'année prochaine. Parce qu'il y avait les 5 ans de prison, les 5 mois, au Venezuela, et 5 mois et demi qui n'étaient pas reconnus. Donc ils ont essayé de nous la jouer à l'envers. Et là, les avocats, Jean-Pierre Joseph et D'Angléan, François D'Angléan, ils sont repartis au charbon pour tractionner, envoyer des courriers. Et puis finalement, bien plus tard, est arrivée la très bonne nouvelle que c'est la loi. Hein. Les 5 mois étaient reconnus. C'est dans le code de procédure pénale, c'est dans la Convention de droit international, dont nous allons reparler tout à l'heure, cette fameuse Convention de droit international, on va comprendre pourquoi, qui fait que, allez, c'était finalement 10 février. Seulement à ce moment-là, j'étais en train de péricliter. C'est-à-dire que cette saloperie de tumeur que j'avais, avec les conditions dans lesquelles j'étais détenu, moi étant végan, je ne pouvais même pas avoir des fruits. Le régime, c'était pas 5 fruits et légumes par jour, c'est peut-être 5 fruits, si tu as de la chance, par semaine, de la grande industrie. Et quand tu passes en cantine, tu essaies de payer ta bouffe par la cantine, c'est limité à 1 kilo de fruits par catégorie et par détenu et par semaine. D'accord. Parce que moi je bouffe en une journée normalement. C'est ça, bien mais sûr, pas des fruits pourris irradiés au cobalt 40, tu comprends, de la grande distribution. C'est ça, exactement. Donc au bout du compte, j'ai assez rapidement quand même fini par avoir un effondrement général de la santé, et j'ai traversé, je suis allé au creux de la vague entre fin septembre et début octobre, où là, je me suis vu vraiment mourir. On a une alerte aussi, justement, très inquiète. Et alors j'ai essayé de la faire la plus mesurée possible, mais je voulais déjà commencer à préparer Jeannette en réalité. Et quand Jeannette et moi on s'est quittés à Caracas, quand les Men in Black, grâce à notre avocat Sierra, lui a permis, les Men in Black ont permis que Jeannette et moi on se voit au moment que je sois chargé dans l'avion. Après une journée où donc ça s'est très mal passé, j'ai été torturé par les flics en passant. Ça, je ne lui ai pas dit sur le moment, mais j'étais quand même un peu secoué, pas très très bien important. On était tous les deux très souriants l'un face à l'autre, et c'était pas intuitif, c'était une crainte terrible. On avait peur de plus jamais se revoir, et on pensait qu'on ne se reverrait plus jamais, en fait. C'était vraiment une option compte tenu du réseau dans lequel tu étais pris. Et donc, quand j'ai eu cette chute, cet effondrement généralisé et très violent de ma santé entre septembre et octobre, qui s'est fait en 2 phases, une remontée puis une rechute, les symptômes, c'était c'est ce que la médecine moderne appelle peut-être cancer généralisé ou métastase ou je ne sais quoi. C'est joyeux, c'est-à-dire qu'en quelques jours, alors déjà, il faut savoir que pour me maintenir en forme tous les jours, footing au matin, malgré le fait que j'avais des contractions, des mollets qui coinçaient parce que j'étais resté 5 mois et demi sans pouvoir marcher. Donc une atrophie des jambes qui était problématique. Je faisais ce que je pouvais. Pompe, traction tous les jours, abdos, je me maintenais en forme le plus possible. Et donc j'avais, curieusement, la seule chose que je pouvais réellement manger, c'était des féculents. Donc ça nourrit quand même la masse musculaire. Donc j'avais une bonne masse musculaire. Et en quelques jours,
moins d'une semaine, j'ai perdu entre 5 et 6 kilos. D'un coup. Ouais, Donc 2 muscles. Et je me suis retrouvé un squelette, tu vois, sans comprendre pourquoi, avec tous les organes internes dilatés. Alors comme j'avais les abdominaux assez travaillés, là, depuis que je suis sorti, ça commence à prendre du gras. J'avais l'abdominal qui est au-dessus du foie, il était carrément, ça faisait une touche de péro qui sortait. Un truc de dingue. Puis j'avais mal, un coup j'avais mal là, au pancréas, un coup j'avais mal à la rate, au rein, ça tournait, tu sais, et des ganglions. Partout il est possible d'avoir des ganglions, mais des balles de ping-pong. Hein. J'avais les maxillaires dilatés, j'avais 2 boules. Je me regardais dans le miroir, alors mon visage, je ne me reconnaissais plus. J'avais peut-être 10 ans, 15 ans de plus. Je voyais un vieux truc gris chiffonné dans le miroir, les yeux enfoncés dans les orbites, des cernes, les cernes des couleurs LGBT, hein, mais plutôt vers le sombre. Et une destruction, c'est ça. Ah ouais, puis là, je me suis dit, bon, probablement ça devait arriver. La majorité des gens ne résistent pas. Ils en ont tué combien comme ça? Hugo Chavez, Claire Sévrac, probablement Sylvie Simon, notre ami Tepa de Meta TV, etc. Tout à fait, Donc je me suis dit, bon, ou ils m'ont empoisonné, ou c'est le résultat du BIM, donc les radiations, ou les deux, bref. Et je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, ça devait arriver, bref. Et j'ai envie de décrire ça, parce que c'est quand même un truc assez particulier. Tout à fait, c'est fondamental. C'est qu'il faut savoir que, alors, en parallèle, donc de tout le côté noir, et donc en sachant, je voyais la date du 10 février, et je la voyais tellement loin, je disais, c'est foutu, 10 février, je suis foutu, je ne vais pas y arriver. C'est impossible. Il y avait la radio, tu sais. Oui, la fameuse radio. Pas fourmi, radio. Ah non, c'est la radio Vatican, mais qui attribuait un créneau le jeudi de 19h à 20h pour l'émission Cri FM. Radio Cri, fréquence Cri, machin, qui est tenu par d'ailleurs des francs-maçons, des francs-maçons, c'est très drôle. D'accord. Comme la majorité des associations qui se veulent. Sociales, on va dire, bien sûr. C'était d'ailleurs toujours très joyeux quand, comme de vrais résistants, essayaient de me laisser des messages. Donc tous les détenus étaient au courant de qui j'étais, pourquoi j'étais enfermé. Parce que bien sûr, les premières choses qui ont circulé, c'est que j'étais un ancien gendarme. Donc au début, c'était censé très mal se passer. Et en fin de compte, ça s'est super bien passé. Tous les détenus étaient avec moi complètement. C'est bien. Parce que tu as peut-être des mecs qui sont là pour... Bon, déjà, tous les pointeurs, c'est-à-dire les violeurs, ils sortent pas. Ça commence comme ça. Donc on n'a pas affaire à eux. Donc tous ceux à qui j'ai affaire dans les promenades, c'est des mecs... petits truands, c'était les... Voilà, comme on dit, des petits truands, des gars qui sont là pour les faits de droit commun, etc. Qui ont encore des valeurs, comme la majorité des gens ont encore des valeurs, et qui ne supportent pas l'idée qu'on se fasse violer, que les gosses puissent se faire violer. Bien sûr. Je veux dire qu'on se fasse violer, parce qu'il faut savoir que c'est une si forte délinquance, et ça je l'ai vu aussi en parlant avec les uns et les autres. Je peux peut-être me dire combien de ces gars qui sont en prison n'ont pas eu une enfance où ils ont subi des violences, dont à caractère sexuel. Il y en a beaucoup, et ça se lisait dans leurs yeux quand je parlais avec eux, où tu voyais une certaine... des choses qui montaient dans leurs yeux, tu disais, le mec il est dur, il va pas pleurer, mais s'il était pas dur, il pleurerait, tu vois, parce que je comprends. Ça monte, tu vois. Et là j'ai compris, c'est pas innocent, je veux dire, il n'y a pas de hasard dans le fait que les gars au milieu carcéral, ils supportent pas qu'un pointeur sorte, il vaut mieux pas qu'il sorte en promenade déjà. Et quand tu es un activiste, ils doivent pas en voir souvent, pour le moment, anti-pédocriminels qui arrivent au milieu d'eux, ça devient leur grand pote. Et ce que tu veux dire, c'est que... Fut-il ancien gendarme. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, cette relation avec les prisonniers a fini par te faire sortir de cet effondrement intérieur. Exactement. La relation avec les prisonniers, la relation avec les surveillants. Avec les surveillants aussi, Cet afflux de lettres, là où les 3 grands paramètres, D'accord. Cet afflux de lettres que je recevais de l'extérieur, de cartes, les petits messages à la radio, ça m'a, je veux dire, encore une fois, toi, d'ailleurs ta lettre, elle a été censurée, je l'ai jamais reçue. Exactement, apparemment la première. La première à 5, Du coup, tu as cru que je te snobais, je te répondais pas. Non, même pas, je me disais, il peut pas répondre à tout le monde. Et si, je mettais un point d'honneur, justement. Surtout le matin, j'écrivais, je répondais, je recevais du courrier, je répondais, je mettais un point d'honneur pour répondre à tout le monde, tu vois. Et je m'en faisais un devoir. Et donc, je recevais beaucoup de lettres.
j'ai à un moment donné fait le constat, je me suis un peu arrêté, je me suis détaché de moi au moment où je me suis dit, bon, je vais crever. Je suis en train de crever. Voilà, je vais crever, forcément. Oui, oui, oui. Et puis, refus de soins de l'administration en plus. Ouais. Bien sûr, ouais. Ah oui, et puis il y avait à un moment donné un médecin qui avait pu me prescrire, qui avait fait le tour de force d'accepter de me prescrire, le seul médecin bien valable, une femme hippocratien dans la prison de l'unité sanitaire, qui m'avait pu me prescrire et commander à la pharmacie des ampoules d'eau de mer, de Quinton, de la vitamine C et de l'argile verte. L'argile verte, c'est un remède extraordinaire. J'aurais beaucoup à dire là-dessus. L'espèce d'ordure de médecin-chef est intervenu, lui a envoyé un mail en lui interdisant de me repasser commande de ses compléments alimentaires. Alors que des bonnes femmes, des pauvres malheureuses détenues qui commandaient des produits pour se blanchir la peau, ça pouvait passer, tu vois. Oui, non, mais là, régime spécial. Donc, j'ai compris que il y avait vraiment une volonté formelle, au moins de par certains, que je ne sors pas vivant de là. Et ils comptaient beaucoup là-dessus. Il y en a tant qui meurent en prison, tu vois. Oui, bien sûr. Ou en asile, bref. Comme le malheureux ce policier municipal dont on ne parle pas jamais assez, Patrice Verdi, qui est mort il se battait contre la même chose, la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Lui, malheureusement, n'était pas assez connu. Moi, j'avais essayé de le voir et puis ça ne s'est pas fait. Et lui, il est mort, je crois, de maladie, ou il s'est laissé crever en asile. Donc, il y en a tellement qui meurent dans ces conditions que mes ennemis, nos ennemis, comptaient sur le fait que j'allais clamser. Oui, c'est ça, ils savent faire. Et ils ont fait, le dernier petit truc, c'est que vraiment je ne puisse pas avoir les compléments alimentaires qui permettent de me soutenir mon organisme malgré la malnutrition organisée et que je puisse m'en tirer. Donc, pour revenir au positif dans tout ça, donc, j'ai admis que j'étais en train de crever, donc déjà un petit détachement, tu sais, on va être cool avec ça. Ça doit être bon pour la cause, donc il faut l'accepter. Et puis j'ai regardé autour de moi, tu sais, j'avais scotché partout autour de moi des photos de Jeannette que m'envoyaient les partisans qui étaient en relation avec elle, des amis, de cette famille de cœur qui d'un seul coup, et s'était révélé à nous depuis c'était la fin de la traversée du désert à ce moment-là. Tous ces gens admirables, tu sais, dont toi, avec qui, quand on se connaît depuis quelques jours, mais on a l'impression de se connaître depuis toujours. Absolument. Parce que tout ce que nous avons de lumineux en nous, en cette période de critique, est en train de s'illuminer, de rayonner, puis on capte ça entre nous. Donc, je regardais ces photos, je relisais les lettres, je me sentais bien, ça me procurait une profonde chaleur. Je repensais aux co-détenus avec qui je discutais, avec qui j'avais de très bons rapports. Les surveillants, pareil, je disais, mais en fin de compte, c'est con ce que je vais dire, mais tout le monde m'aime, quoi. Non, mais c'est ça, oui. C'est un peu con, d'une part, c'est un peu con de partir au moment où, enfin, tu vois que tu as tant d'humanité autour de toi, alors que tu as couru après toute ta vie, que tu as la femme de ta vie qui t'attend dehors et qui croit encore, qui croit et n'y croit pas à la fois au miracle, tu vois. Bien sûr, qui espère. Et tu te dis en même temps, attends, putain, quel message on va laisser derrière? À chaque fois que tu as un mec ou une femme qui essaie de faire quelque chose, qui tombe, on le laisse crever en prison, il finit en martyr, plus ou moins, et puis on n'avance pas plus, quoi. Toujours, à l'Ouest, toujours rien de nouveau, quoi. Depuis 2000 ans, toujours rien de nouveau. Quelqu'un essaie de faire quelqu'un de bien, quelque chose de bien, et puis on en fait un martyr. Comme tu dis, Claire Serrac, l'assassinat de Coluche, etc. Pétard, au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. Il faut essayer de laisser un autre message aux gens pour qu'ils aient envie aussi, eux aussi un peu de se récupérer les couilles, de se récupérer le courage pour aller combattre. Donc je pensais à tout ça, et puis je crois que ça s'est fait peut-être un détail de plus, un truc dans la matière. Le surveillant qui ouvre la porte, c'était pas ce jour-là, mais dans ces quelques jours où j'étais en balance, il avait un gros sac de fruits. Le surveillant, il était allé courir un peu partout pour m'amener des fruits. En disant, tiens Maillot, tiens, j'espère que ça va t'aider. Parce que les co-détenus, ça faisait un moment qu'ils se démerdaient pour racler les quelques fruits qu'ils pouvaient avoir, et puis sur les collectes, et puis les faire passer, tu vois, parce qu'ils avaient compris. Bon, le mec, il est un peu particulier, il est végan, ok, mais il est très malade, il me voyait. Les mecs, ils me creusaient dehors, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais, Stan? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a même un qui m'a dit, mais t'as fait un régime ou quoi? Mais ils voyaient tous que j'étais en train de crever. Alors que je continuais à m'accrocher à la barre de traction, à pomper et tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles, tu sais pourquoi les muscles fondent d'un coup? C'est la rate. À plat. La rate ne fonctionne plus.
Tu parles, la rate, elle avait bien gonflé par contre. Et donc, je reçois ce sachet de fruits de la part d'un surveillant. Je dis, putain. Et je vais me laisser crever? Ah ben non. Alors j'ai dévoré les fruits. C'était des pamplemousses. Il avait pu récupérer. Il était allé en cuisine parce que c'était un jour de pamplemousse. Parmi les symptômes, j'avais des entailles aux doigts récurrentes. À la fin, à un moment donné, je pouvais plus écrire, je pouvais plus répondre parce que je foutais du sang partout. C'est quand même con, quoi. Fragilité, Après, c'est devenu noir. Les 3 premiers doigts de chaque main, noirs comme s'ils étaient carbonisés. Comme pour rien. Je sais pas. Et c'était pas de la teinture venant de l'extérieur. Et quand j'ai mangé ces pamplemousses, ils sont redevenus de cette couleur. Donc le pamplemousse m'a fait un effet, les fruits, après d'autres agrumes. Les citrons, c'était aussi assez spectaculaire. Les oranges, il m'en fallait énormément par contre. Et j'ai dit, mais attends, il y a donc moyen de traverser ça. On va se démerder, on va essayer de formaliser l'appel pour que les gars et les surveillants essaient de m'avoir quand il y en a des pamplemousses, des citrons, etc. Je m'organisais avec d'autres détenus pour leur commander des saloperies en cantine pour qu'eux me commandent des fruits, puis on faisait l'échange, tu vois. Je me suis organisé et puis ça a été assez miraculeux parce que c'était surtout intérieur. J'ai senti, et tout le monde me l'a dit à l'extérieur, il y a une énergie, il y a eu un changement énergétique que tout le monde a perçu à cette période-là où l'énergie positive, la force positive était palpable. Et moi, depuis ma cellule, qui était super bien énergétisée, je le sentais. Et je le sentais en moi. Je me suis mis à avoir confiance aussi en mon organisme. J'ai dit, mon organisme, la nature... réagit positivement. Voilà, bien sûr, la nature nous a magnifiquement bien fait. Si on laisse juste faire la nature et qu'on ne viole pas les règles basiques de la biologie, tout va bien se passer, puis on ne tombera même pas malade pour commencer. Donc je me suis remis à faire confiance à la nature, à me faire confiance à moi-même, à ma biologie, au destin aussi, même fatigué, ressortir en promenade, me remettre à marcher, courir je pouvais pas, et je marchais ici en regardant le ciel, je me gavais de l'énergie du ciel, j'essayais de reposer mes yeux en regardant même si c'est nuageux, le mec me prenait un peu pour un fou, tu vois, parce que le seul mec qui marche avec le museau en l'air, toujours, mais pourquoi tu regardes le ciel, Stan? J'essaie de leur expliquer. Et puis, ça s'est fait rapidement, en fait. Assez rapidement, les symptômes sont partis. Alors ça revenait. Quand je n'avais pas de fruits, ça revenait. Mais les douleurs, surtout les douleurs, ont commencé à se tasser. J'ai recommencé à prendre un peu de masse musculaire. C'est pas revenu comme avant, mais j'ai repris bien du poil de la bête. Et j'ai compris que ça y est, j'étais en train d'être tiré d'affaire. Alors après, qu'est-ce qui est intervenu? C'est le miracle des 5 mois. Donc, ça, c'était avant. Pardon, les 5 mois, c'était avant. Des 2 mois. Les 2 mois de remise de peine dus au Covid-19. À la farce du Covid-19. Puisque les macronistes avaient fait passer dans leur délire général un petit truc qui m'a quand même bien servi, qui était 2 mois de remise de peine exceptionnelle pour les gars qui étaient, les femmes et les hommes qui étaient détenus pendant la période du confinement, du premier confinement. Tout à fait. Je pensais plus que la JAP me les accorderait, puis elle me les a accordés. C'est arrivé un beau jour, paf, waouh. J'ai immédiatement appelé Janet. Il commence à revenir. Elle était folle de joie. Tous mes amis étaient fous de joie. Et cette joie, tu imagines, hein? Bien sûr. Et tu vois le bout du tunnel, quoi. Je me disais, mais comment? Attends, il est où le bug? Déjà, je commençais à me dire, mais il est où le truc? Alors, j'avais en même temps une certaine inquiétude. Je dis, ils vont m'en coller une autre. Genre là, ils vont m'attendre à la sortie. Ils vont m'en coller une autre. C'est pas possible. Le réseau ne va pas me laisser sortir. C'est pas improbable, c'est impossible. Bon. Sur ces entrefaits, arrive une autre décision de la JAP. Elle m'avait accordé sur 35 jours de remise de peine supplémentaire que sur la deuxième partie de l'année que j'avais à prendre. Elle m'a accordé 10 jours. Ouais, c'est ça, voilà, la sortie donc, surprise en plus. Du coup, ça me faisait sortir non plus le 10 décembre, mais le 30 octobre. Novembre. Le 30 novembre. Là, j'ai rien dit à Janet. J'en ai parlé. Effectivement, on a été informé de ta sortie à ta sortie. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la dimension énergétique. Il valait mieux qu'il y ait moins de monde, même si l'ennemi était forcément averti, peut-être pas tous,
Et il y a un gros travail occulte qu'on a bien senti aussi, que des amis ont bien senti parce qu'ils travaillaient là-dessus aussi. Donc, ils y vont avec les trucs, les merdes qui vont bien au niveau magie noire. Donc il valait mieux réserver, être le plus discret possible pour qu'il n'y ait pas trop de guerre énergétique pour bloquer cette sortie totalement improbable du 30 novembre. Mais ceci dit, jusqu'au bout, je me disais, bon, ils vont m'attendre à la sortie. Ou entre-temps, ils vont venir, je vais être appelé au greffe. Parce que dans ces derniers temps, quand on m'appelait au greffe, il aurait pu te recharger d'une autre. J'y allais, mais j'avais le couillomètre à zéro, parce que je me dis, ils vont pas, c'est pas pour me donner des remises de peine. C'est les gendarmes qui vont m'attendre au greffe et qui vont m'embarquer et puis me dire, voilà, vous avez une affaire, vous êtes accusé de viol par un adulte quand vous étiez petit, parce que normalement c'est ça qu'ils te font. Hein. Tu comprends ? Bien sûr. Normalement c'est ça qu'ils te font. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que quand j'étais dans la prison, là, je fais un flashback de Caracas, j'ai discuté avec des gros voyous, mais des gros voyous, hein, trafiquants internationaux, qui connaissaient la Convention de droit international et qui m'ont passé donc la Convention de droit international, que j'ai commencé à lire en espagnol, avec des trucs qui étaient, je parle génie, hein, au stabilo et tout, j'ai dit, ah ça c'est, oh waouh, article 322 de la Convention de droit international qui stipule qu'une personne extradée ne peut pas être poursuivie par le pays demandant l'extradition pour d'autres faits pour lesquels il est extradé. Très bien. On peut remonter aussi loin qu'on veut en antériorité, c'est-à-dire qu'on peut te faire une machination pour un truc, une machination judiciaire, mais pour un truc beaucoup plus crapuleux, où la prescription est très longue, tu vois. Oui. Ça ne va pas le faire quand même. C'est étonnant, parce que dans un sens, ça te protège. Ça ne va pas le faire. Et j'ai discuté avec ce gros voyou de cet article-là, je disais, mais non, mais tu sais, en espagnol, hein, les gros voyous qui ont des gros problèmes, les gros trafiquants qui ont des lourdes peines, ils se font faire une infraction à la con dans le pays en question, ils se démerdent pour se faire extrader pour cette infraction. Et ils sont protégés du reste. Au bout de 3 mois, ils sortent et ils sont protégés d'un truc pour lequel ils sont payés par incroyable. Bon, il va falloir qu'on mette ça en œuvre. Article 322 de la Convention de droit international. Nous-mêmes. Alors, dès que je suis arrivé, moi, dans notre pays sous occupation, j'en ai parlé à mes avocats au téléphone, qui évidemment écoutaient, hein, même si c'est strictement interdit. De temps en temps, on entendait des bruits bizarres. Certains devaient s'étrangler en nous entendant parler, sans doute. Et donc, j'ai fait savoir à l'ennemi que c'était pas la peine de venir avec une nouvelle accusation à la con, une nouvelle machination judiciaire. Il y avait un article gros comme le nez au milieu du visage qui était, on allait mais les ridiculiser, quoi. Et là où j'ai eu confirmation qu'effectivement ça ne passait pas, c'était le jour du grand cirque à Saintes, où l'espèce de Trouduc, là, je peux me lâcher un peu, au contraire, bien sûr. Il se prétendait, je sais pas quoi, aller avocat général. Hein. Il a commencé à essayer de faire mon profil, tu vois, tel que veulent le mettre en scène, bien sûr. de malade mental du kidnapping, qui est à Madagascar, vous avez fait ci, bon, il y a rien en France. Bien sûr. L'affaire Vincent, ils ont su que effectivement aussi j'avais aidé d'autres mamans à certains moments, tu vois. Mais là les faits étaient prescrits aussi, et puis ils les avaient ici, et puis il y avait déjà une cassation qui avait rendu bref, ils pouvaient pas revenir dessus. Ils étaient pas trop bien, mais j'avais une accusation pour incitation à la haine. Bonne, ça, là, oui. Alors il commence à ouvrir son bec là, l'autre guignol, en disant et puis aussi 2017 incitation à la haine. Alors je suis très concentré, je le fixe et puis j'attends. Il continue, tu vois. Il se tait. Bon, on parle d'autre chose. Et là, j'ai reçu le message. Ok, bande de guignols, vous êtes pris vous-même à votre propre piège. C'est-à-dire, vous jouez avec le système judiciaire. Vous savez comment malaxer les gens et retourner les lois n'importe comment. Mais il faut quand même un peu préserver le jeu des illusions. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec des vices de procédure ou des vices de forme qu'ils ne vont pas trop connaître, où on ne peut pas vraiment les obliger à reconnaître un vice de forme, qui est réservé pour les grosses ordures en réalité. Hein. C'est des petits bugs du système judiciaire qui ne doivent bénéficier qu'aux crapules.
ou aux gens qui mettent beaucoup de fric sur la table pour glacer des magistrats, ça se fait aussi quand même. Hein. Il n'y a pas que la corruption maçonnique et pédocriminelle, il y a aussi la corruption basique par des grosses enveloppes. Financière, voilà. Bien sûr. Et donc, là, c'est quand même beaucoup trop visible. À partir de ce moment-là, j'étais quand même assez serein, parce qu'avant, je me disais, ils me tiennent, ils vont me garder, et je vais crever en prison, c'est certain. Je ne sortirai jamais. Eh ben non. Et voilà, donc ça, c'est le petit miracle. Et le petit miracle qui a fait que j'ai pu sortir le 30 novembre malgré tout et sur mes deux pattes et en relativement bonne forme, c'est au niveau énergétique. Et ça, c'est parce que j'ai ressenti un grand mot qui est bien galvaudé, l'amour, tout simplement. Ce que moi j'arrivais à rayonner et le retour que ça me faisait et puis tout ce que je recevais tu vois, parce que on est dans un univers toxique à la caricature, et de là-dedans, tu as des petits éléments lumineux qui deviennent extrêmement rayonnants, et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'humanité, même dans les pires conditions. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça, enfin, le côté, entre Gilets jaunes, on se le dit, ce qui nous caractérise peut-être, c'est le fait qu'effectivement, notre cœur parle avant notre cerveau. Et c'est notre cœur, nos intentions positives qui nous amènent ensuite à planifier des actions pour faire aboutir ce monde meilleur qu'on veut. Voilà. Et c'est dans un sens, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître, c'est que qui que ce soit qu'on soit, les mecs de droite, de gauche, destin de vie, des jeunes, des vieux, etc., ce sont la plupart du temps des gens qui fonctionnent d'abord avec le cœur. Une injustice, j'y vais. Je sais pas qui c'est ce mec, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec les trucs. Et puis et je pense que c'est ça, on se reconnaît, c'est cette fameuse intelligence du cœur, si tu veux. L'intelligence du cerveau, le savoir, si tu mets ton savoir, ton hyper-savoir au service de la guerre, ce n'est pas très intelligent. Le véritable intelligence, c'est évidemment d'aller faire le bien, si tu veux. C'est le cœur. L'intelligence, au bout du compte, siège dans le cœur et non pas dans le cerveau. Absolument. Tu vois, c'est le savoir qui est dans le cerveau, mais l'intelligence, la destination de ton être. C'est ça. Celle qu'il y a dans le cœur est même d'ailleurs peut-être un petit peu antagoniste, limite. Ah bah bien sûr, oui. C'est ça. Il y a quelqu'un m'avait envoyé des cartes avec des messages. Il y avait une carte que j'avais collée sur ma porte, la porte de ma prison, de ma cellule. J'avais mis un article, j'avais mis un tract magnifique que mes grands amis Aurélie et Cédric avaient fait, tu sais, que je salue, que j'embrasse. J'ai hâte de les voir d'ailleurs. Très bien. Et donc, quand les surveillants ouvraient la porte, ils tombaient nez avec cette affiche, avec un article, ainsi que tous les gars qui passaient par là. Et donc, j'avais aussi un petit message de ceux que j'avais le plus préférés. J'ai essayé de me rappeler qui disait la raison dit que c'est impossible, la raison dit c'est impossible, alors il y en a un au milieu, et le cœur dit essayons-le. La petite voix du cœur dit essayons-le. C'est con parce qu'il y a en 3 phases, il est beaucoup plus fort. Tu me la referas un autre jour. J'aurais dû la prendre par cœur. On est là pour un moment. Et ça, c'est pour vous dire que vraiment, on est bloqué, ça c'est le système, c'est l'imposture sociétale, et tous ces programmes qui nous bloquent avec la raison cartésienne. C'est ça, exactement. Le culte de la raison, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce qui est raisonnable, ça mène nulle part. C'est là-dessus qui joue. C'est raisonnable, tu ne vas pas essayer de traverser l'océan Atlantique sans argent, ni moyens, ni rien, sans papier, avec un mandat d'affaires plutôt que t'occuper des enfants. Tu vas faire autre chose. Déjà, ça va commencer par la raison va te dire, t'as un boulot, tu le gardes, etc. Tu vois. Tu vas pas tout risquer, tu vas pas risquer le peu que tu as, c'est pas raisonnable. Et pourtant, c'est là où le cœur que l'âme est en balance, devient une valeur marchande. Parce que si tu risques pas le peu que tu as, mais tu protèges pas ton âme du tout. Tu la vends. Tu la vends. Bon bah écoute, super. Alors le fait, c'est une vidéo qui est assez longue là qu'on fait, mais il n'y a pas de choix. C'est évident. Et on l'écoute malheureux, à regret. Mais alors donc ceci dit, ok, Stade Maillot libéré. Tout le monde se dit, il va se reposer un peu. Et puis, donc, très rapidement, on te voit déjà dans les titres de Grand Soir, de France Soir. Et donc, à la bonne blague, tu reprends tout de suite un combat, quoi. Le lendemain de ta sortie, je sais pas, Janet pourra nous dire combien de temps ça a duré ton repos. 5 minutes, 10 minutes, Non, je reprends rien du tout. Vous rigolez ou quoi, les gars? C'est ça.
Ils m'ont juste mis en break un petit temps, mais même j'étais pas en break quand j'étais en cellule. Oui, c'est ça. Je les ai emmerdés. Hein. Moi, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup. Nous les avons tous emmerdés. Oui, c'est ça. J'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est l'homme libre, le reste même en prison. Bien sûr. Voilà, donc tout à fait. Et donc, bon, tu as accepté des responsabilités qu'on t'a proposées au CNT, alors sans faire une émission supplémentaire. Et de fait, les gens qui s'intéressent à ça et au CNT et à ton parcours peuvent aller voir toutes les vidéos sur la chaîne du CNT et des Mosophies. Enfin, tu vas énormément communiquer maintenant. Ouais. Puisque justement, dans la façon, tu n'es plus dans la clandestinité pour le moment. Donc tu peux t'exprimer librement. Donc c'est très important. Pas dans la merde, j'ai pas prévu d'y rentrer. Très bien. Arrête avec tes allusions. Non, mais c'est pas forcément. Non, parce que sinon ils vont me tomber dessus tout de suite là. De fait, on remercie ceux qui nous logent, ceux qui ont permis cette rencontre. Quoi, la DGSI nous loge déjà? Et donc voilà. Donc bon, vite fait, là, tu veux parler un petit peu, justement, voilà, de la manière dont tu comptes combattre de nouveau, quoi. Alors, la façon dont je vais réorienter le combat. C'était chez toi. Ouais, merci. La façon dont je combat, en fin de compte, la façon dont à mon très modeste niveau, je réoriente ce que moi j'estime devoir avoir à faire. Oui, absolument. Dans ce bordel général, dans cette configuration très particulière et si cruciale. Un petit retour en arrière, tu sais, quand j'avais identifié la problématique non pas de la pédocriminalité, mais de la protection institutionnelle de la pédocriminalité avec Jeannette. Il s'agissait donc d'une des facettes les plus abjectes de l'imposture sociétale de notre pays sous occupation, des autres pays sous occupation, de la majorité des pays du monde sous occupation, de la même puissance occulte, globaliste, mondialiste, satanique, luciférienne, etc. Donc c'est un symptôme de la vraie face cachée du monde dit civilisé, puis aussi d'autres mondes moins civilisés. Alors comment est-ce qu'on fait pour traiter un problème à sa racine dans un pays, si on isole au moins le problème à un pays, à des frontières, à un peuple, à une nation, eh ben on va faire tomber la tête. Ce qui est de plus que jamais d'actualité. Parce que les gouvernements qui se succèdent sont tous du même étiage, c'est la même lessive, droite, gauche, milieu, centre, insoumis, alternatif, machin, tout ce que tu veux, écolo, etc. C'est tout de la même lessive pourrie qui nous est balancée avec des étiquettes différentes sur le grand cirque politique par ces puissances occultes maléfiques qui nous manipulent et qu'on peut déjà identifier comme la grande mafia internationale de la haute finance et de l'industrie pour ceux qui veulent être plus cartésiens dans l'approche. Oui. Donc la logique veut que si on veut en finir avec certains symptômes ou tous les symptômes qui sont tous reliés à la même problématique, on arrête de faire la guéguerre sur les symptômes qui ne mènent nulle part, ce pourquoi ils veulent que les activistes aient toujours un cloisonnement bien net de leur lutte, pour qu'on ne puisse pas faire la soudure et remonter à l'origine, et donc à l'occupant qu'il faut neutraliser. Donc j'avais créé le ralliement des résistants pour la Révolution, étant récemment en clandestinité depuis 2007. Là, je n'avais pas trop eu le choix, hein. J'ai pas dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Je m'emmerde un peu, tiens, je vais rentrer en clandestinité. Et puis, je vais faire un... Non, c'était l'affaire Vincent, il fallait tout de suite se dégager de l'imposture judiciaire pour faire ce qui est encore faisable pour le gosse, d'accord? Donc, j'ai vraiment rien planifié, et c'est du reste pour ça que j'ai été très surpris de tenir 12 ans, alors que je pensais peut-être tenir peut-être un an au maximum, tu vois. Et je me suis quand même dit, tant que j'y suis, tant que je suis encore libre, mis à part les enquêtes qu'on a faites avec Jeannette pour pouvoir révéler la face cachée, hein, cette partie de la face cachée de la société, j'avais initié ce mouvement révolutionnaire, le ralliement des résistants pour la Révolution, qui, et ce que j'entendais par révolution, c'est une opération de police de la part des gendarmes, surtout des gendarmes en qui j'ai une confiance pour le corps en lui-même, hein, même si j'en ai bavé avec eux et j'ai dû démissionner, c'est pour moi le corps constitué le plus fiable, où il y a encore le plus d'êtres humains, de types qui tiennent la route, de femmes et de types qui tiennent la route, qui ont un vrai idéal. L'éthique, etc. Idéal complètement instrumentalisé et détourné, mais encore des oui, on s'engage, a priori, on s'engage dans la gendarmerie parce qu'on veut servir la veuve et l'orphelin. C'est ça. Et, c'est ça. Bien sûr.
Et je dis pas que dans la police, il n'y en a pas. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, heureusement, évidemment, la police aussi. Mais si tu veux, moi, mon corps constitué de cœur, on va dire, c'est la gendarmerie. Si j'ai choisi d'aller en gendarmerie, c'est parce que la tradition militaire, etc. Voilà, c'est plus aussi parce que je voulais aussi servir le peuple et la nation, parce que j'ai été attiré par le métier des forces publiques, mais aussi par l'armée, tu vois. C'est-à-dire quand j'ai démissionné, je suis allé dans un régiment des forces spéciales, chez les Parapes. Bon, ça sera plus la gendarmerie, mais je vais rester dans l'armée. Donc là, le corps constitué de la gendarmerie est un corps constitué qui est toujours mon corps constitué de référence. Et j'ai toujours pensé que la gendarmerie était ce corps constitué qui pouvait rattraper ses erreurs du passé. Je pense notamment à la période sombre d'il y a 80 ans en arrière, même s'il y a eu des gendarmes héroïques dont on ne parle pas, hélas, dont l'histoire ne veut pas parler. J'ai d'ailleurs l'ami Philippe qui était avec nous, là, son grand-père était un gendarme qui a évité un carnage absolu, en évitant qu'il y ait un deuxième Oradour sur Glane. Et ces types-là, on n'en parle pas dans l'histoire, tu vois. Tout à fait. Un jour, il faudra que lui nous fasse un sujet là-dessus. Donc, pour que la gendarmerie ne recommette pas les erreurs du passé, on a un message à leur faire passer en leur disant mesdames et messieurs, s'il vous plaît, réveillez-vous et revenez vers le peuple. Et ça, j'essaie de le faire depuis, avec ce mouvement. On m'a beaucoup fait le procès d'intention que la Révolution, j'étais un fou furieux qui voulait monter sur l'Élysée, mais jamais de la vie, c'est tout le contraire. Ce que j'entends par ralliement des résistants, c'est les types comme toi, moi et les autres qui ont les tripes et qui veulent que le pays change. On ait ce courage et cette intelligence du cœur d'aller voir les gendarmes, de rien faire d'autre, parce que c'est pas spectaculaire du tout. Hein. On va pas se mettre en valeur, on va pas se mettre des médailles, on va pas dire « ouais, j'y étais ». On va avoir une démarche humble, fraternelle, se calmer. On ne va pas pouvoir en faire des montagnes. On va aller voir les gendarmes. Mais ça peut être tous les jours, ça peut être tisser des liens, à des occasions comme les fêtes de fin d'année qui bien sûr sont beaucoup plus porteuses, pour leur faire passer les bons messages et leur dire les gars, revenez vers nous, on est avec vous, ayez confiance, on a besoin de vous, cette opération de police, faites-la. Quand j'ai commencé ça, c'était du temps de Sarkozy. Hollande, c'était la même musique. Macron, après, bon, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la crème de la crème. Hein. Okay, on dit maintenant la cerise sur le kebab. Sur le kebab. Et donc, l'idée du ralliement des résistants pour la Révolution, c'est ça, de rallier les êtres de conscience pour que eux aient l'intelligence d'accepter cette action collective qui peut diffuser à l'ensemble de la nation, du pays, pour localiser le problème, pour que les gendarmes, comme un seul homme, se lèvent et fassent leur job, aillent neutraliser l'occupant. C'est tout. Bon, donc le CNT quand il est sorti, moi je l'ai regardé un peu comme, on s'est regardé un peu comme deux chiens qui se regardent, tu sais, chiens de faïence, et j'avais beaucoup de défiance et de méfiance envers Éric Fiorile. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu à l'époque une tentative de contact, au moins par des intermédiaires, et j'étais resté très loin parce que moi je suis un type extrêmement sauvage. Comme Jeannette, on est des sauvages, on est méfiants, on s'est tellement fait bananer. On ne veut pas être aspiré par des mouvements parce qu'on sait que les mouvements, par définition, c'est ou créé par l'ennemi ou au moins très largement infiltré. Et l'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas connaître le CNT. En réalité, ne pas savoir ce qu'avait fait Éric Fiorile, qui, comme moi, est un type avec un profil on aime ou on n'aime pas. Voilà, oui, okay. 100%, et ces choses-là, ces notions, il faut vraiment les mettre de côté une fois pour toutes. Tout à fait. Et c'est encore une fois mon ami Philippe qui est avec nous, qui du reste ingénieur à Thales, c'est pas un ancien officier de réserve de l'armée de l'air, qui m'a briefé. Gilet jaune et CNT, en plus, qui a fait mon éducation en prison. Il en a profité le con, tu vois, pour m'envoyer des courriers, des documents et tout. J'ai dit, c'est vrai, je suis à côté de la plaque. C'était hyper pertinent le CNT. Le CNT, c'est pas un mouvement, c'est pas une secte, c'est pas un parti politique. C'est un outil juridique. Et le Éric Fiorile, il a eu, ce que j'ai dit dans une autre vidéo, ce que j'appelle moi un trait de génie, en mettant cet outil, en allant récupérer cette brèche, en s'engouffrant dans une brèche qui avait été créée par le pouvoir kabbaliste Khazar, l'ennemi, quoi, qui voulait en finir avec la Syrie de Bachar al-Assad. C'est bien ça. Non, c'est la Libye de Kadhafi. La Libye de Kadhafi, pardon. La Libye de Kadhafi, voilà. Et donc, cette brèche étant ouverte, Éric Fiorile s'est engouffré dedans et a mis ce concept à disposition du peuple français pour créer une option
de gouvernement légitime. En balance du gouvernement totalement illégitime que nous avons depuis 2008, depuis que le traité de Lisbonne a été ratifié. Qui est un pied de nez, c'est pas un pied de nez, c'est la République. Je pense qu'il avait déjà crevé avant, ils l'ont déterré, ils lui ont retiré une balle dans le cigare et ils l'ont réenterré. Enfin, de temps en temps, ils sortent le cadavre de la République, ils nous l'exhibent, puis ils lui remettent une balle dans la tête. Voilà. Bref, mais depuis 2008, il n'y a plus de République, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Le pouvoir en place, c'est un fan clique nauséabonde, LGBT, tout ce que tu veux, excuse-moi, c'est pas pour dire, mais eux, ils font du prosélytisme et violent des gosses, certainement tous autant qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on change la société et qu'on détruise ce qu'est l'être humain, ce qu'est la famille, ce qu'est un papa, une maman, je veux dire d'ailleurs une maman et un papa, qu'on ait une société qui se recentre plus autour de la vraie femme, qui ne doit pas devenir aussi conne que le mec, dans la course à l'ascenseur social, mais qu'on se recentre autour de son pouvoir de procréation, de cette magie de la vie. Bref, donc tous ces gens-là qui veulent détruire tout ça aux ordres du grand plan luciférien, il est temps de leur couper la tête une bonne fois pour toutes. Et donc le CNT est cet outil magnifique qui permet ce tour de force, mais comme si de rien n'était, quoi. Tout à fait, donc il n'y a pas besoin de faire la guerre, de reprendre la Bastille qui n'existe plus, ou de prendre l'Élysée, de marcher sur Paris avec les fourches et les piques et tout. Sûr, non, l'outil est là. Le gouvernement actuel est illégitime, en plus d'être une immonde saloperie. Là, il suffit d'informer les gendarmes. Il faut qu'on arrive effectivement au moment historique de la bascule, et c'est ça qu'on essaie entre autres de provoquer en disant le peuple n'a pas besoin de faire la bascule si la gendarmerie s'en occupe. La bascule de CRE. Parce que le CNT, on va dire que c'est après la chute de l'adversaire. Alors voilà, là, le problème c'est la bascule. Oui, alors tout l'intérêt est là, et tout l'intérêt est que l'outil juridique est prêt. Voilà, c'est-à-dire le gouvernement alternatif, d'accord, de transition. Transition, c'est très important. Et encore une fois, l'outil, ce n'est pas les personnages, c'est l'outil que le peuple remplira les cases. Voilà. L'outil est prêt pour avoir un gouvernement de transition le temps que, quand on fera tomber l'autre, celui qui nous emmerde en ce moment, qui nous étouffe avec les masques, tu sais, petite parenthèse, le port du masque, le genou à terre, je vais le faire, tiens. C'est un rituel maçonnique dans les loges de soumission à Satan. C'est pas du tout un hasard. En plus de t'étouffer, de provoquer une sidération générale collective, enfin bref. Donc, du coup, je me suis égaré. Ça devait arriver. Donc, l'outil. Voilà, CNT, voilà. L'outil du CNT permet tout simplement d'avoir tout prêt pour le jour où le gouvernement tombe. Oui, c'est ça. Maintenant, le problème est comment faire tomber le gouvernement. On en revient toujours au même. Et c'est pour ça, c'est merveilleux que le CNT, malgré le fait que je lui ai tourné le dos au début, ait eu l'intelligence de réessayer de me rappeler quand je suis sorti de prison, grâce à Philippe, encore une fois, parce que là, du coup, j'ai mis ma façon de voir les choses et ma compréhension et le travail que j'avais déjà fait avec le RRR et les opérations chocolat précédentes au service du CNT, donc au service de la nation, du peuple, puisque ce que nous devons faire est simplement d'informer la gendarmerie, la police, l'armée, très sereinement, pour qu'ils soient sereins aussi, l'existence de cet outil légal qui est la suite, et du fait que eux n'ont plus que leur job à faire. Donc on doit tous rester vachement calmes, s'unir tous. Moi ce que je dis, on devrait tous s'inscrire dans cet outil qu'est le CNT, mais même le peu que nous sommes déjà à l'heure actuelle, communiquer avec les gendarmes et les policiers en leur disant bon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, très très fraternellement, tout est prêt. Vous n'avez plus vous qu'à porter le coup de grâce à l'occupant. Tout à fait. Mais là, de toute façon, il y a de fait justement. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont rejoint le CNT. Parce que justement, c'est là où on voit qu'il y a évidemment une entente dans les objectifs, dans le fait qu'il faut s'organiser. Tu sais qu'il y a énormément de débats en interne chez les gilets jaunes. Est-ce qu'il faut s'organiser, pas s'organiser? Est-ce qu'il faut manifester, pas manifester? Et donc, parce qu'encore une fois, les gilets jaunes, c'est pas une secte ou un groupe constitué, c'est une partie du peuple, si tu veux, et personne ne le contrôle, personne ne le gère. Et donc, il y en a toute une partie qui valide vraiment le travail du CNT. Et donc et là on rejoint justement cette notion de combat de tranchée. On est dans la même tranchée et on s'en fiche de savoir si notre copain de droite est royaliste, notre copain de gauche communiste. On va aller à l'assaut ensemble et on va peut-être mourir ensemble. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut
Et on s'en fiche si on en a pris plein la gueule face à un gendarme mobile ou si on est gendarme mobile qui s'est fait balancer un cocktail Molotov par un manifestant. On est dans la même tranchée face au même ennemi. Tout à fait, tout à fait. Et on fait ce travail parfois en manif et parfois on s'engueule mais avec la police. Mais parfois il y a énormément, surtout les femmes justement, elles vont parler aux flics, souvent dans les manifs si tu veux. Et elles ont des armes, quelques-uns. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. C'est génial, ça c'est génial. Ah oui, oui, c'est dans le travail de la révolution du chocolat. Donc c'est ça, c'est créer du lien. Et même moi, donc avec toi, on y a été. Il y a une petite vidéo, la dernière vidéo, on y a été le faire. Alors moi aussi, je suis très, si tu veux, en conflit en ce moment, évidemment, avec l'autorité, la police sur Paris, hein, puisqu'on compte les blessés, etc. Mais voilà, encore une fois, j'ai dit ça, il faut la tester, j'y avais pas pensé, et il faut qu'on aille distribuer des chocolats, et je vais le refaire, et même, parce que, donc là, on est en Ardèche, mais je retourne à Paris bientôt, et je pense que je vais essayer d'offrir une boîte de chocolat à l'allemand, pour voir, avec un courrier explicite. On va voir, non mais c'est intéressant, parce que... Des crottes. Des crottes, mais j'en ai vu une belle aussi. Pour l'allemand, des crottes. C'est celle que j'ai choisie pour les gendarmes d'ici. Il y a je ne sais plus c'est quelle marque, avec les Champs-Élysées. Elle me paraît parfaite pour le préfet Laurent. Mais écoute, on va pas s'éterniser. Non. Il y a encore, donc on te retrouve, on va te voir au combat, comme on voit beaucoup de monde au combat, et ça nous fait énormément plaisir. Et tu nous encourages, tu vois, comme on a pu t'encourager dans cette période difficile, dans un moment difficile. Nous sommes aussi dans une période historique difficile. Ton retour nous encourage, ton engagement, ta bonne humeur, nous encourage. Donc vraiment merci. Merci à toi, merci à Janet aussi, parce que derrière un grand bonhomme, il y a une grande bonne femme. Hein. Ah, tu sais, j'en ai marre qu'on dise ça. Ah oui, mais moi j'espère. On est obligé. Peut-être qu'on ne le dit pas à toi, mais il faut le dire aux autres. Je vais dire quelque chose. Derrière une grande bonne femme, c'est toi le grand bonhomme. Non, ce que je veux dire, c'est, tu sais, moi je veux aussi déjà l'image du couple, pour moi, c'est pas simplement parce que c'est la femme de ma vie et tout ça, hein, qui nous regarde tous les deux en réalité. C'est que moi j'en ai marre un peu aussi de tous ces clichés, quand je parle souvent des clichés, les clichés réducteurs, les clichés de par exemple qu'on ne peut régler les problèmes sociaux qu'en allant manifester, etc. Oui, c'est un débat qu'on a et entre nous. Et les clichés que l'homme et puis la femme, tu vois. Et pourquoi pas de temps en temps la femme et puis l'homme. Puis zut, c'est un couple, voilà. Donc j'aimerais que quand on aura fait tomber l'occupant et qu'on sera... qu'on aura permis que la société française se reconstruise sur de belles valeurs, on puisse aussi dire, derrière toute grande femme, il y a un homme. Absolument, bravo. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, pour info, la présidente du CNT, c'est pas Éric Fioret, c'est une femme depuis 2019, je crois. Oui, c'est ça. C'est Delphine Cosme, qui certes était beaucoup plus discrète dans cette intervention qu'Éric Fioret, mais c'est elle qui a été nommée par Éric Fioret, il lui a passé le flambeau. Effectivement. C'est une femme. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je te rejoins totalement sur cette nuance que tu as mis. Moi, je considère qu'entre le machisme et le féminisme, il faut être coupliste. Je suis coupliste. Ah, ça me plaît. Tu vois, parce que là, tu as une interaction nécessaire et l'homme, parce qu'en gros, on essaie de nous expliquer que l'homme est plus fort.